Et bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du roman 1984 de George Orwell. Ayant été écrit en 1949, le roman décrit des événements qui ont eu lieu en 1984. C'est donc à l'anticipation du futur que Orwell se livre. Et ce qu'il anticipe, c'est un futur dystopique. Par définition, une dystopie, c'est le contraire d'une utopie. Qu'est-ce qu'une utopie? On peut lire à la rubrique Vieille définition du Petit Robert 2014 qu'une utopie est un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Par opposition, une dystopie, c'est donc un pays imaginaire où un gouvernement imparfait règne sur un peuple malheureux. 1984 de George Orwell, donc, est un roman d'anticipation qui prédit un futur dystopique. L'angle de lecture que j'ai choisi de prendre va focaliser notre attention sur le cadre de vie des membres de l'Ang-Sok, le parti au pouvoir dans le roman d'Orwell. On pourrait être tenté, dans le cadre d'une vidéo, de faire le sujet le plus court possible, mais 1984 est tellement extraordinaire qu'il est difficile de faire court. Cependant, dans ce genre de présentation, il est quand même nécessaire de prendre un angle de lecture et de laisser quelques éléments de côté, cela afin de laisser aux lecteurs le plaisir de découvrir l'histoire par eux-mêmes. D'où mon angle de lecture focalisé sur les cadres de vie des membres de l'Ang-Sok. Comme nous allons suivre la narration d'Orwell, nous allons commencer la vidéo en parlant des euphémismes, du novlangue, nouveau langage, et des oxymores que l'Ang-Sok utilise pour manipuler le peuple. Dès le premier chapitre du livre, nous sommes témoins de ces détournements de langage. Les premiers dont nous sommes témoins sont des euphémismes. Un euphémisme, c'est une figure du style utilisée dans le but d'atténuer l'expression d'une idée ou d'un fait considéré comme désagréable, afin de l'adoucir et de manipuler la réalité. Par exemple, dans 1984, le ministère qui est en charge de la production de la désinformation s'appelle le ministère de la vérité. Miniver en novlangue. C'est un euphémisme. Autre euphémisme, le ministère qui s'occupe de faire la guerre s'appelle le ministère de la paix. Minipax en novlangue. Le ministère qui s'occupe de torturer les personnes criminelles aux yeux du parti s'appelle quant à lui le ministère de l'amour. Mini-amour en novlangue, ce qui est encore un euphémisme. Enfin, le ministère qui s'occupe des pénuries s'appelle le ministère de l'abondance. Mini-plein en novlangue, ce qui est, encore et toujours, un euphémisme. Ici, on peut voir que le nom donné au ministère est contraire aux activités qu'il pratique, cela afin d'en atténuer la réalité, ce qui est précisément la définition d'un euphémisme. Dans un autre contexte que celui de ce roman, on peut être témoin de l'usage d'euphémismes qui tordent eux aussi la réalité. Dans le contexte militaire, par exemple, on parle de frappes chirurgicales pour ne pas dire que des bombes sont lancées à l'aveuglette et qu'elles tuent des milliers de civils. On utilise aussi l'expression théâtre des opérations pour ne pas parler de champ de bataille, ou encore l'expression dommages collatéraux pour ne pas parler explicitement de la mort de civils. Dans un autre contexte, on utilise l'expression sans domicile fixe, pour ne pas dire clairement que les clochards n'ont pas de logement du tout. Ou encore, l'expression personne défavorisée, pour ne pas dire des dites personnes qui vivent dans l'indigence. Il y a un autre euphémisme qui est pas mal, c'est celui de restructuration, qu'on utilise pour ne pas utiliser le terme licenciement. Ou encore celui de solution finale que les nazis utilisaient pour désigner le génocide des Juifs sans faire allusion aux morts. Bref, continuons. Le second détournement de langage dont nous sommes témoins dans 1984, c'est celui du novlangue, nouveau langage. Nous en faisons aussi la rencontre dès le premier chapitre du livre, au travers du mot miniver que nous avons vu précédemment, qui veut dire ministère de la vérité. Relativement à ce novlangue, une note en bas de page nous indique que le novlangue est l'idiome officiel de l'Océania et nous renvoie à un appendice à la fin du livre où les principes du novlangue sont exposés. En 1984, peut-on lire, le novlangue n'était pas la seule langue en usage, mais on comptait sur le fait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ossilangue vers l'année 2050. Il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour toutes adopté et que l'ancilangue serait oubliée, une idée hérétique, c'est-à-dire une idée s'écartant des principes de l'Ang-Sok, serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots.
Dans ce passage, on peut voir que le but de la création d'une novlangue est de conditionner les esprits à l'idéologie du parti, cela afin de rendre impossible tout autre mode de pensée et toute contestation. Toujours dans l'appendice, Orwell écrit: l'appauvrissement du vocabulaire était également considéré comme une fin en soi. Le novlangue était destiné à diminuer le domaine de la pensée. On peut voir implicitement dans cette idée qu'un vocabulaire riche permet de faire des analyses précises et pertinentes des événements, alors qu'à l'inverse, un vocabulaire peu développé rend difficile la compréhension des choses. Ainsi, le parti a l'intention d'appauvrir le vocabulaire afin d'appauvrir la pensée et d'étouffer au maximum les potentialités de contestation. En conséquence, d'innombrables mots comme honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion, etc. ont simplement cessé d'exister. Je relis. Les mots honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion ont simplement cessé d'exister. Au-delà de la vocation d'une novlangue à inhiber les capacités de pensée que nous venons de voir, on peut remarquer que certains mots de novlangue ont vocation à mettre une pression psychologique sur les habitants de l'Océania. Par exemple le mot crime pensé. D'autres mots, comme par exemple le mot joaquan, sont des euphémismes. Ce faisant, ils ont vocation à distordre la réalité. Les joacans sont des camps de travaux forcés. La volonté du parti de manipuler les esprits va si loin dans 1984 qu'il n'existe pas en novlangue de mots pour exprimer l'idée de science, car elle est porteuse de trop de potentialités d'émancipation. À l'ère de la post-vérité, cette idée retentit particulièrement fort à nos oreilles. Elle nous fait penser à Donald Trump qui a remis en question le réchauffement climatique en disant que c'était une invention des Chinois pour affaiblir la distillerie américaine, ou encore au négationnisme de Robert Faurisson qui a remis en question l'existence des chambres à gaz. Continuons. Lorsque l'ancienne-langue, peut-on encore lire dans l'appendice, aurait une fois pour toutes été supplantée, le dernier lien avec le passé serait tranché. Des fragments de la littérature du passé survivaient çà et là, imparfaitement censurés, et aussi longtemps que l'on gardait l'ancienne-langue, il était possible de les lire. Mais de tels fragments, même si par hasard ils survivaient, seraient plus tard inintelligibles et intraduisibles. Pour le parti, il s'agit de transformer l'histoire et toute la littérature qui en émane afin d'éliminer toutes les potentialités d'émancipation qu'elles contiennent. Associé aux novlangues, on voit jusqu'où ça peut aller. Par exemple, il y a un passage de la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui est cité dans l'appendice et qui contient d'énormes potentialités révolutionnaires. Je cite: nous tenons pour naturellement évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes naissent égaux. Ils reçoivent du Créateur certains droits inaliénables, parmi lesquels sont le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la recherche du bonheur. Pour préserver ces droits, les gouvernements sont constitués qui tiennent leur pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsqu'une forme de gouvernement s'oppose à ces fins, le peuple a le droit de changer ce gouvernement ou de l'abolir et d'en instituer un nouveau. Et bien ce passage aux énormes potentialités révolutionnaires et qui est au fondement de la civilisation états-unienne moderne, Orwell nous dit qu'il serait absolument impossible de le traduire en novlangue tout en conservant son sens originel. La messe est dite. Dans le contexte totalitaire de 1984, les idées exprimées dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis relèvent du crime pensé. Pour Langsock, considérer que les hommes sont égaux est une pensée criminelle. De même que c'est un crime de considérer que les humains ont des droits tels que le droit à la vie, le droit à la liberté ou le droit à la recherche du bonheur. Quant à l'idée que le peuple a le droit d'abolir un gouvernement qui s'oppose à ses droits, je ne vous en parle même pas. Pour finir, je tiens à dire que même s'il est légitime de se dire que les mots de novlangue ressemblent beaucoup au néologisme moderne, il y a pourtant quelques distinctions majeures qui les en distinguent. Par exemple, le néologisme courriel ressemble beaucoup au mot ancilangue de novlangue. Cela parce qu'il est construit sur le même modèle. Cependant, dans le contexte de 1984, un mot de novlangue a vocation à atrophier la langue et la pensée, alors que dans le contexte de notre époque, un néologisme semblable à celui que l'on vient de voir a vocation à faire apparaître un sens nouveau. Il n'empêche qu'il est important de rester vigilant
et de prendre garde à ce que la néologisation, autrement dit la création de nouveaux néologismes, ne conduise pas à la création d'un novlangue similaire à celui de 1984. Restons vigilants donc. Enfin, dernier détournement de langage dont je voulais vous parler quand j'ai décidé de faire cette vidéo, celui des oxymores. Un oxymore, c'est une figure de style qui consiste à rapprocher deux mots de sens contradictoires. Dans 1984, les oxymores qui nous intéressent sont affichés partout dans Londres, lieu où se passe notre dystopie. Ils ont vocation à manipuler les esprits comme les euphémismes et la novlangue que nous avons vus précédemment. Exemple d'oxymore. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. L'apparente absurdité de ces oxymores saute aux yeux. Une chose ne peut pas être en même temps son contraire. Ainsi, la guerre ne peut pas être en même temps la paix. La liberté ne peut pas être en même temps l'esclavage. Et l'ignorance ne peut pas être en même temps la force. On peut malheureusement aussi entendre des oxymores dans notre société contemporaine. Par exemple, l'expression développement durable, qui est un oxymore aux yeux des objecteurs de croissance, qui considèrent que le culte du développement, autrement dit le culte de la croissance, est ce qui est responsable des catastrophes écologiques contemporaines à cause de la dynamique productiviste, extractiviste, consumériste qu'il implique. Ce faisant, ce développement culte de la croissance ne peut en rien être durable. Autre oxymore, celui de centrale nucléaire écologique. On sait très bien que le nucléaire n'a rien d'écologique à cause des déchets radioactifs qu'il produit et des risques de catastrophes avérés qui vont avec. Tchernobyl, Fukushima, etc. Les oxymores contemporains, ces absurdes en même temps, sont légion. Je vais donc arrêter là mon énumération et laisser à votre sagacité le soin de les observer pour continuer à vous parler de 1984. Maintenant que nous avons vu les détournements de langage présents dans 1984, nous allons, comme promis, pouvoir nous pencher sur d'autres phénomènes qui méritent aussi notre attention dans 1984. Laissez-moi commencer par un petit résumé. Comme je l'ai déjà dit, 1984 est une dystopie. Dans cette dystopie, ainsi que nous l'avons déjà un peu vu, George Orwell décrit un monde totalitaire, autoritariste, où le parti au pouvoir, l'ANCSOC, n'hésite pas à manipuler les individus. Nous allons maintenant voir les autres exactions auxquelles il se livre, en nous penchant sur le contexte dans lequel se déroule l'aventure de notre héros, Winston Smith. À mes yeux, c'est le contexte dans lequel se déroule l'aventure du héros qui a le plus d'importance dans 1984. Ce contexte a bien plus d'importance que l'aventure du héros elle-même. Ainsi, même si 1984 est structuré suivant le schéma narratif classique, situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, situation finale, ce schéma n'est à mes yeux qu'un prétexte pour nous parler du cadre de l'action. En quelque sorte, c'est le contexte de notre dystopie qui est le héros de l'histoire. C'est le lore, L-O-R-E, de l'histoire qui est le plus important. Mais peut-être que j'exagère un peu. C'est tout de même très intéressant de suivre l'aventure de Winston Smith au sein de cet univers et de voir ce qu'il pense. Laissez-moi vous présenter Winston Smith. Comme tout le monde en Océanie, hormis quelques rares privilégiés, il vit dans des conditions d'indigence extrême où tout est rationné. Le chocolat, les vêtements, les lames de rasoir. Ce qui nous fait penser au récit que les anciens nous ont fait sur le rationnement lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a 39 ans et souffre d'un ulcère variceux au-dessus de la cheville droite. Il est de structure frêle, plutôt petit, maigre et a les cheveux blancs. Dans la vie, il travaille au ministère de la Vérité et il habite à Londres, une ville en ruine détruite par la guerre dans la dystopie d'Orwell. Voyons un peu à quoi ressemble le monde dans lequel il vit. Les affiches de Big Brother sont collées partout dans la ville, absolument partout. Sur les immeubles, dans les appartements, les lieux de travail, vraiment partout. Sur l'affiche écrit en Orwell, on peut voir un de ses portraits arrangés, de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe devant. Une légende sous le portrait dit « Big Brother vous regarde ». Partout, il y a des téléécrans. Ce sont des dispositifs qui diffusent en permanence les messages de propagande et de désinformation du parti ou de la musique militaire, tout en filmant les gens, et qu'il est impossible d'éteindre même pendant que l'on dort. La surveillance des téléécrans est telle qu'elle traque le moindre changement d'expression ou haussement d'épaule. Ainsi, tout le monde est obligé de maîtriser en permanence son corps et ses mimiques
afin de ne pas être suspecté de crimes pensés. Au travers de cette idée de télécran, on voit que l'anticipation d'Orwell va au-delà de l'année 1984, où chaque personne était équipée d'une télé certes, mais n'était pas équipée d'ordinateurs et de téléphones portables capables de la surveiller comme c'est le cas aujourd'hui en 2023. Ces téléécrans font également penser aux caméras de surveillance que l'on trouve partout en ville. Des hélicoptères patrouillent pour espionner les gens jusque dans leur logement. Cela en complément de la surveillance faite par les téléécrans. À cela s'ajoute la surveillance faite par la police de la pensée. Au travers de cette idée d'hélicoptère, on peut à nouveau voir que l'anticipation de Orwell va au-delà de 1984. En effet, ces hélicoptères font beaucoup penser aux drones de surveillance qui existent aujourd'hui. Au cours de l'année 1984, décrite par Orwell, le monde est en guerre et le théâtre d'alliances et de désalliances successives entre les trois grandes puissances qui le composent, l'Océania, l'Eurasia et l'Espasia. Maintenant que nous avons un peu vu le cadre dans lequel Winston vit, penchons-nous un peu sur le schéma narratif de notre histoire. On peut dire sans problème que ce que nous avons vu jusque-là relevait dans un schéma narratif classique de la situation initiale. Le premier élément perturbateur de cette situation initiale survient quand Winston profite dans son appartement d'une alcôve soustraite au regard du télécran pour commencer la rédaction d'un journal intime. À ce sujet, Orwell écrit « Ce n'était pas illégal, rien n'était illégal puisqu'il n'y avait pas de loi. Mais s'il était découvert, il serait sans aucun doute puni de mort ou de 25 ans de travaux forcés dans un camp. » Ainsi démarre l'aventure transgressive de notre héros. L'idée que la rédaction d'un journal intime puisse être héroïque et transgressive peut paraître invraisemblable si on prend comme système de référence un monde normal. Pourtant, c'est là le génie d'Orwell. Au sein de l'univers totalitaire qu'il nous dépeint, c'est un acte héroïque et transgressif qui installe pour le lecteur une tension qui lui donne envie d'avancer dans l'histoire. J'ai dit plus haut que la rédaction de ce journal était le premier élément perturbateur de cette histoire, mais je suis tenté de dire que c'est l'élément perturbateur de cette histoire. En effet, ce qui s'amorce avec ce journal intime, c'est une série de transgressions qui seront les péripéties de l'histoire. Autrement dit, l'élément perturbateur que constitue la rédaction du journal, c'est une transgression de l'ordre établi. Plutôt que rédaction d'un journal, on pourrait donc appeler cet élément perturbateur première transgression de l'ordre établi. Je vais m'abstenir de vous dire quelle fut la première chose que Winston écrivit dans son journal et pourquoi il a commencé à l'écrire, même si la tentation de le faire est très grande. En effet, si je me mets à vous parler de tout ce qui est intéressant dans ce livre, je vais tout simplement vous lire le livre, et ce n'est pas le but de cette vidéo. Je suis donc obligé de faire des choix et de résumer. Suspense donc. Au lieu de cela, je vais reprendre la description du contexte dans lequel se déroule notre histoire, puisque c'est l'angle de lecture que j'ai choisi de prendre, et vous présenter un nouveau personnage. Avant cela, je tiens juste à préciser une chose relative au risque de mort que Winston encourt du fait de cette invraisemblable transgression qu'est l'écriture d'un journal, cela avec les mots de Winston lui-même. « Ils me fusilleront, écrit-il. Ça m'est égal. Ils me tueront la nuque. Ça m'est égal. Abba Big Brother. Abba Big Brother. » C'est courageux de sa part. En même temps, quand tout est interdit et que notre vie ne pourrait nous ôter pour un simple haussement de sourcils, il ne reste plus qu'à transgresser histoire de mourir pour de bonnes raisons. Enfin bref. Continuons notre description. Tous les jours à son travail, Winston est obligé de célébrer avec ses collègues un événement qui s'appelle les 2 minutes de la haine. Là, il y croise une fille qui lui fait peur. C'est le deuxième personnage que nous rencontrons dans cette histoire. D'aspect hardi, elle a environ 27 ans et travaille au commissariat au roman. Winston la suspecte d'être une bigote du parti, avaleuse de slogans, espionne amatrice et dépisteuse d'hérésie. Il se demande si elle ne fait pas partie de la police de la pensée, et il a bien raison, car très rapidement, elle commence à le suivre. Durant les 2 minutes de la haine, un horrible son de crissement est diffusé en même temps que le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du parti. C'est un homme qu'on accuse d'hérésie et de sabotage. Goldstein, écrit Orwell, dénonçait la dictature du parti, exigeait l'immédiate conclusion de la paix avec l'Eurasia et défendait entre autres choses la liberté de parler, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de penser. Il commandait, disait-on, un réseau clandestin appelé la Fraternité.
Il y avait aussi des histoires que l'on chuchotait à propos d'un livre terrible dont Goldstein était l'auteur. Les gens s'y référaient en disant simplement le livre. Pendant les 2 minutes de la haine, les gens sautaient sur place et criaient de toute leur force contre Goldstein. Certains lui jetaient parfois des objets au visage, pendant que d'autres lui criaient des insultes. Au bout de 30 secondes, un désir de tuer et de torturer semblait se répandre dans l'assistance, et transformer chacun, même contre sa volonté, en fou vociférant et grimaçant. Pendant les 2 minutes de la haine, il arrivait à Winston d'imaginer le visage de Big Brother à la place de celui de Goldstein et de tourner sa haine contre lui. Ici encore, on peut voir que le totalitarisme dépeint dans 1984 va très loin. Il oblige les gens à participer à une célébration de la haine et de la pensée unique. De surcroît, il oblige les gens à détester des valeurs telles que le pacifisme, sous-entendu par la demande de Goldstein de mettre fin à la guerre, ou encore à détester des valeurs telles que la liberté de conscience, sous-entendu par les demandes de Goldstein de permettre la liberté de parler, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de penser. Ainsi, le parti oblige les gens à détester ce qui devrait être adoré et à aimer ce qui devrait être haï. Ai-je besoin de dire que ce règne de la pensée unique et de la détestation à la tête de laquelle le parti se trouve est tout autant abominable que les terribles scènes de conformisme auxquelles il oblige les gens à se livrer pendant des événements tels que les 2 minutes de la haine? J'espère que non. Continuons. À la suite de la fille croisée pendant les 2 minutes de la haine, nous rencontrons de nouveaux personnages, notamment Madame Parson et ses enfants. Madame Parson est une voisine de Winston, chez qui il va souvent pour l'aider avec ses problèmes de plomberie quand son mari, Tom, un collègue de travail de Winston, n'est pas là. Chez elle sont affichés sur les murs des bannières écarlates des espions et de la Ligue de la jeunesse, ainsi qu'un portrait grandeur nature de Big Brother. Elle vit avec son fils de 9 ans, sa fille de 2 ans et son mari. Quand nous faisons leur connaissance, les enfants portent l'uniforme des espions et le garçon menace Winston avec un pistolet en lui hurlant « Vous êtes un traître, vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion eurasien, je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans les mines de sel. » Ce qui en dit long sur l'atmosphère de fanatisme et de délation que nous dépeint Orwell. D'après Madame Parsons, si les enfants sont si agités aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont déçus de ne pas pouvoir assister à la pendaison. Plus tard, après que nous ayons fait la rencontre de Madame Person et de ses enfants fanatisés, alors qu'il était rentré chez lui, Winston se mit à penser à la terreur que Madame Person devait éprouver face à l'idée que d'ici 2 ans, ses 2 enfants surveilleraient nuit et jour chez elle les symptômes de non-orthodoxie et qu'il la dénoncerait sûrement à la police de la pensée. Plus loin dans l'ouvrage, nous apprenons que dans notre dystopie, une bombe atomique a été lancée sur Colchester en Angleterre. Pour rappel, 1984 a été écrit en 1949, autrement dit, à une époque où Hiroshima et Nagasaki avaient déjà été bombardés par les Américains les 6 et 9 août 1945. Ici, on peut voir que pour un esprit imaginatif comme celui d'Orwell, il est possible d'imaginer qu'une ville moyenne du Royaume-Uni telle que Colchester puisse être victime d'un bombardement atomique. Winston estime que depuis son enfance, la guerre n'a jamais cessé, même si à proprement parler, ce n'était pas toujours la même guerre. Mais comme Langsock manipule l'information, dire qui combattait contre qui et à quelle période était impossible. Au moment où se déroule notre histoire, par exemple, en 1984, si c'était bien 1984, l'Océania était alliée à l'Eurasia et en guerre avec l'Eurasia. Dans aucune émission publique ou privée, il n'était admis que les 3 puissances avaient été à une autre époque groupées différemment. L'Océania avait par conséquent toujours été en guerre avec l'Eurasia. Le parti manipule l'information donc. Ça, on le savait déjà. Et il la manipule tellement qu'il change l'histoire avec un grand H. Au point que notre héros n'est pas sûr que l'année dans laquelle il se trouve est vraiment l'année 1984. Cette manipulation de l'histoire par le parti représente un point de tension important du roman. Point de tension autour duquel s'articule d'ailleurs un conflit intérieur de Winston. Le parti disait que l'Océania n'avait jamais été l'allié de l'Eurasia, soit, mais lui, Winston Smith, savait que l'Océania avait été l'allié de l'Eurasia, il n'y avait de cela que 4 ans. Le cynisme de Langsock sur ce sujet va si loin qu'un des slogans du parti affirme que celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, et que celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Winston Smith sait donc, et ça provoque chez lui un important conflit intérieur. Il est incapable de s'auto-manipuler en utilisant ce que la novlangue désigne sous le nom de double pensée. Il est incapable d'obliger son esprit
à se conformer à ce que le parti attend de lui et à dénier le passé. Le fait qu'il travaille au ministère de la Vérité, l'univers en notre langue, où il a comme tâche de falsifier des documents, y est pour quelque chose bien entendu. Et c'est sans aucun doute son travail qui provoque chez lui son rapport si particulier à l'histoire. Ce rapport si particulier en fait, comme je l'ai dit, un point de tension important du roman, point duquel découle d'ailleurs un ensemble de péripéties que je vous laisse le soin de découvrir. Continuons. Penchons-nous maintenant un peu plus sur ce qu'Orwell appelle la double pensée, en ayant en tête que ce qu'il va nous décrire pourrait être dans une certaine mesure une définition du mécanisme de défense du moi que la psychanalyse a identifié sous le nom de déni. Pour rappel, le déni est un phénomène psychique qui s'active spontanément chez un certain type d'individus, cela au détriment du réel. Orwell écrit que la double pensée, c'est connaître et, en même temps, ne pas connaître. Encore ce en même temps que l'on a vu quand l'on parlait des oxymores. Donc, la double pensée, c'est connaître et en même temps ne pas connaître. C'est en pleine conscience et avec une absolue bonne foi émettre des mensonges soigneusement agencés. C'est retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes deux. C'est employer la logique contre la logique, répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle, croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie. C'est oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin, puis l'oublier plus rapidement encore, puis appliquer le même processus au processus lui-même. Telle est la double pensée telle que nous l'a décrit Orwell. Ici, alors qu'il nous parle de la double pensée, Orwell nous parle de mensonges soigneusement agencés. Et ne perdons pas de vue que dans le déni, l'individu se ment à lui-même, inconsciemment. Ce qui est quand même un peu différent. Continuons. Il y a un point assez stupéfiant dont je voudrais parler relativement au contexte de notre histoire. Un tout petit point de rien du tout, mais stupéfiant. La monnaie qui est utilisée dans l'Angleterre qu'Orwell nous dépeint dans 1984, c'est le dollar. Stupéfiant. Dans la dystopie qu'il imagine, cette mention du dollar suggère que les États-Unis font partie du bloc de l'Océania et qu'ils en ont pris le leadership totalitaire. Cela explique sans doute les références à la déclaration d'indépendance que nous avons vues tout à l'heure quand nous avons parlé de la novlangue et de l'appauvrissement du vocabulaire. Orwell, donc, nous propose d'imaginer, le temps d'une fiction, que les États-Unis sont à la tête d'une coalition internationale totalitaire. Stupéfiant. Continuons. Relativement au contexte dans lequel se déroule notre histoire, Winston se souvenait qu'à aucune époque, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. On n'avait jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements qui ne fussent pleins de trous. Le mobilier avait toujours été bossé et branlant. Les rames de métro bondées, les maisons délabrées. Le café avait un goût d'eau sale et rien n'était bon marché ou abondant. Cette indigence est un point de tension important dans l'histoire qui pousse Winston à se poser une question. Que quelqu'un, se demande-t-il, fut écœuré par l'inconfort, la malpropreté et les pénuries, par les interminables hivers, les chaussettes gluantes, les ascenseurs qui ne marchaient jamais, l'eau froide et les aliments infects. N'était-ce pas un signe que l'ordre naturel des choses était violé? Si Winston a besoin de se poser cette question, c'est pour comprendre ce qu'il vit. S'il a besoin de se poser cette question, c'est pour comprendre que sa révolte est légitime. Un autre point à connaître sur Winston et qui nous en dit long sur le contexte dans lequel se déroule notre histoire, c'est qu'il était marié avec une femme, Catherine, dont il était séparé depuis plusieurs années. Tous les mariages entre membres du parti, écrit Orwell, devaient être approuvés par un comité et la permission était toujours refusée quand les membres du couple en question donnaient l'impression d'être physiquement attirés l'un vers l'autre. Encore une chose extraordinaire. Le parti décide qui se marie avec qui, donc déjà il ne sait pas rester à sa place et se mêle de ceux qui ne le regardent pas, mais en plus il unit les personnes entre elles à condition qu'elles ne soient pas attirées l'une par l'autre. C'est fou. C'est trop fou. Continuons. Winston estimait que Catherine avait l'esprit le plus stupide, le plus vulgaire et le plus vide qu'il n'eût jamais rencontré. Elle n'avait pas une idée dans la tête qui ne fût un slogan, et il n'y avait aucune imbécilité qu'elle ne fût capable d'avaler si le parti la lui suggérait. Au détour d'une conversation, on apprend de Winston qu'il existe un mot en novlangue pour décrire ce type d'esprit. Ce mot, c'est bien-pensant. C'est à cause de cet esprit bien-pensant qu'il ne la s'apprécie pas. Si on observe la logique interne de Winston, cela paraît cohérent.
Comment pourrait-il aimer une personne totalement endoctrinée par la propagande du parti, alors que lui est un libre penseur révolté par cette doctrine? Question de pure forme. Continuons. À un moment de l'histoire, Winston fait une petite sortie à la campagne. Malheureusement, on n'y est pas plus en sécurité qu'à Londres. Là-bas, il n'y a pas de télécran, certes, mais des microphones sont cachés afin d'enregistrer les voix et de les identifier. De surcroît, il n'est pas facile de faire ce genre de voyage, même s'il n'est pas nécessaire de faire viser son passeport pour les distances inférieures à une centaine de kilomètres. S'il n'est pas facile de faire ce genre de voyage, c'est notamment à cause des patrouilles qui rôdent à côté des gares pour examiner les papiers des membres du parti et pour poser des questions embarrassantes. Ici encore, nous voyons, avec cette histoire de passeport, de patrouille et de questions embarrassantes, que le contexte totalitaire que nous dépeint Orwell est ahurissant et qu'il n'y a pas de vie privée ni de liberté possible dans la dystopie qu'il a imaginée. À cet instant, alors que l'on voit que la vie privée et la liberté sont impossibles dans une société telle que celle dépeinte dans 1984, cela à cause de tous ces télécrans, ces micros, ces espions, je pense à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Je pense à la CNIL et je me dis qu'à notre époque où les nouvelles technologies rendent ce genre de dérive plus que jamais possible, il faut que la CNIL et les lois sur l'informatique et les libertés évoluent afin qu'elles nous en protègent. Je voudrais profiter de cette interlude sur la CNIL pour dire encore quelque chose sur les espions et les techniques d'espionnage dont nous avons plusieurs fois fait mention jusqu'à maintenant. Remettons-nous en mémoire tout ce que nous avons vu. Nous avons parlé des hélicoptères qui, semblables à de petits drones, surveillés par la fenêtre des gens. Nous avons parlé des espions amateurs qui traquent les pensées hérétiques parmi les citoyens. Nous avons parlé des espions de la Ligue de la Jeunesse et des enfants de Madame Personne qui dénonceraient un jour ou l'autre leurs parents pour hérésie. Enfin, nous avons parlé des télécrans, des microphones cachés un peu partout et des patrouilles. En résumé, nous avons parlé d'une société d'espionnage généralisée où tout un chacun est prêt à dénoncer son prochain pendant que les technologies avancées scrutent leurs moindres gestes. Cela ne vous fait pas penser à quelque chose? Ne sommes-nous pas aujourd'hui dans cette société d'espionnage généralisé dans laquelle on ne cesse de recevoir des questionnaires de satisfaction pour dénoncer sans indulgence la moindre petite erreur commise au travail par nos concitoyens, le tout en étant en permanence sous l'œil d'une caméra? Question de pure forme. Délation et surveillance, voilà dans le monde dans lequel nous sommes. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se faire complice de criminels et laisser agir impunément un violeur ou un bourreau d'enfants quand nous en voyons un. Loin s'en faut. La non-assistance à personne en danger est un crime et c'est un devoir d'agir dans ce genre de situation. Ce que je suis en train de dénoncer, c'est ces questionnaires sordides qui nous invitent à dénoncer Jeannot parce qu'il a oublié une éponge sur le lavabo, ou Rachid qui n'avait pas vu je ne sais pas quoi et qui l'a donc négligé. Enfin bref. Continuons maintenant avec un sujet un peu plus léger. Il est fait mention à un moment dans le roman d'une machine qui compose des paroles de chansons sans intervention humaine. Orwell appelle cette machine un versificateur. Extraordinaire capacité d'anticipation de sa part, si on pense à ChatGPT, l'agent conversationnel mis au point par OpenAI, qui est largement capable d'accomplir ce genre de prouesse technique. Plus loin dans le roman, dans le grand 5 de la partie 2, Orwell dépeint un événement, la semaine de la haine. Cet événement au calendrier des habitants de l'Océania rythme leur année comme les 2 minutes quotidiennes peuvent rythmer leur journée. Préparée par tout le personnel de tous les ministères, la semaine de la haine comporte des processions, des réunions, des parades militaires, des conférences, des exhibitions d'effigies, des spectacles de cinéma, des programmes diffusés au téléécran, des chansons, etc. On peut voir à travers ce calendrier d'événements que les manipulations du parti sont partout, à l'instar des affiches de Big Brother et des télécrans. Elles s'affichent même au travers du nom des rues qui sont nommées en fonction d'événements militaires et idéologiques, cela afin de perpétrer encore et encore le ressentiment envers les ennemis du parti et de garder allumées les pulsions belliqueuses. On pourrait s'étonner de cette volonté de commémorer encore et encore les traumas plutôt que de les laisser sombrer dans l'oubli afin de se libérer du passé et d'aller de l'avant, mais nous sommes dans une dystopie. Cette omniprésence de l'horreur est très cohérente avec l'ambiance générale, même si elle est humainement incohérente. Continuons. Il y a un moment dans l'ouvrage où Winston, ayant avancé inlassablement dans la transgression, rentre en possession du livre de Goldstein dont j'ai parlé plus haut. Le titre de l'ouvrage est « Théorie et pratique du collectivisme oligarchique ». Cet événement représente un point culminant dans notre structure narrative relativement à la progression de Winston dans le monde révolutionnaire.
Définition. Qu'est-ce que veut dire oligarchie? D'après le petit Robert de 2014, oligarchie vient du grec oligarchia, ce qui veut dire le commandement de quelques-uns. Toujours d'après le petit Robert 2014, une oligarchie est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe de personnes, à une classe restreinte et privilégiée. Exemple, une oligarchie financière. Le contraire d'une oligarchie, c'est une démocratie. Le titre de l'ouvrage, Théorie et pratique du collectivisme oligarchique, est, comme nous pouvons le voir, un oxymore. En effet, puisqu'une oligarchie est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe, on peut dire que les oligarques exercent leur pouvoir sans partage. Ainsi, leur pratique est le contraire du collectivisme. Que peut-on lire dans ce livre? Le chapitre 3 du livre de Goldstein est dédié à la géopolitique. On peut y lire sous le titre « La guerre, c'est la paix » que la division du monde en 3 grands États, Eurasia, Océania, Estasia, pouvait être et en vérité était prévue avant le milieu du XXe siècle. Cette nuance qui nous fait passer de « pouvait être » à « était prévu » indique que cette division n'est pas le fait du hasard, mais qu'elle est le fait d'une conspiration. Ainsi, la division du monde en 3 grands États a été causée par une conspiration. Ces 3 super-États, écrit Orwell, sont en guerre d'une façon permanente. Pourquoi? Le but de la guerre est de consommer entièrement les produits de la machine sans élever le niveau général de la vie. Autrement dit, le but de la guerre, c'est de consommer. Étrange forme de consumérisme que celle-là. Mais ne perdons pas de vue que la réciproque du consommateur, c'est le producteur. Cependant, attention, le but de la guerre n'est pas seulement d'enrichir les oligarques. Voyons cela. Plus loin, toujours dans le 3e chapitre du livre de Goldstein, on peut lire que, dès le moment de l'apparition de la première machine, il fut évident que la nécessité du travail de l'homme avait disparu, et qu'il en allait de même de l'inégalité humaine qui, elle aussi, avait disparu. Les conséquences de cette disparition des inégalités humaines, c'est que tout un chacun pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir, et qu'il s'apercevrait alors tôt ou tard que la minorité privilégiée n'avait aucune raison d'être. J'imagine que dans le contexte de notre dystopie, vous voyez où cette idée nous conduit. Cela nous conduit à l'idée qu'une société hiérarchisée n'étant possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance, il faut faire la guerre afin de maintenir les gens dans l'indigence pour perpétrer la hiérarchie et la domination de classe. Ainsi, le livre de Goldstein explique que tout est causé par une conspiration. La division du monde en 3 grands États, la guerre, l'indigence et même les pulsions belliqueuses des gens. Comment ces pulsions guerrières sont-elles produites chez les gens? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour maintenir actives les pulsions belliqueuses du citoyen ordinaire de l'Océania, peut-on lire dans le livre de Goldstein, on lui interdit tout contact avec les étrangers car, si les contacts avec les étrangers lui étaient permis, il découvrirait que ce sont des créatures semblables à lui, et que la plus grande partie de ce qu'on lui a raconté d'eux est fausse. Ainsi, pour attiser les pulsions guerrières du citoyen ordinaire de l'Océania, on l'endoctrine dans une idéologie xénophobe mensongère. Voilà comment les pulsions belliqueuses sont produites chez les gens. Terrible conspiration que celle qui est capable de régner jusque sur les esprits. Dans le livre de Goldstein, on apprend aussi qu'il est un fait que les conditions de vie dans les 3 super-États sont sensiblement les mêmes. Dans l'Océania, pays où vit notre héros, la philosophie dominante s'appelle Langsok. En Eurasia, elle s'appelle néo-bolchevisme. En Estasia, elle est désignée par un mot chinois habituellement traduit par culte de la mort, et qui serait peut-être mieux rendu par oblitération du moi. En vérité, les 3 philosophies se distinguent à peine l'une de l'autre, et les systèmes sociaux qu'elles supportent ne se distinguent pas du tout. Dans le livre de Goldstein, donc, on apprend que malgré la diversité des emballages, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia sont identiques. Partout, il y a la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par et pour une guerre continuelle. On peut même lire, dans la même logique conspirationniste que celle évoquée précédemment, que les 3 États ne tireraient aucun avantage à se conquérir l'un l'autre et qu'au contraire ils se soutiennent. Tant qu'ils restent en conflit,
Ils se soutiennent l'un l'autre, écrit Orwell, comme trois gerbes de blé. Encore une fois, on voit ici que la guerre est présentée comme causée par une conspiration ayant vocation à asseoir le pouvoir des oligarques. Plus loin dans l'ouvrage, ce point de vue sur le pouvoir exprimé dans le livre de Goldstein est corroboré par un cadre du parti qui donne des explications à Winston sur une question qui le préoccupe depuis longtemps, à savoir « Pourquoi le parti fait-il tout ça ?» Réponse du cadre : le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir. Continuons. À la fin de la deuxième partie du livre, Winston se fait capturer par la police de la pensée qui le conduit au ministère de l'amour. Commence dès lors une série de tortures. Cette capture et les tortures qui l'accompagnent représentent le point culminant de notre récit sur les actions menées par Langsock. C'est sans doute aussi le point culminant du roman. Depuis le début de cette vidéo, on a eu 1000 fois l'occasion de se rendre compte que l'objectif de Langsock, le parti totalitaire au pouvoir en Océania, était de régner sur les esprits par des techniques de manipulation. Là encore, dans le cadre de ces tortures, c'est le but qu'il poursuit. En conséquence, il va entreprendre un lavage de cerveau sur Winston. En premier lieu, écrit Orwell, il y avait une longue liste de crimes que tout le monde naturellement devait confesser. La confession était une formalité, mais la torture était réelle. Combien de fois Winston avait été battu, combien de temps les coups avaient duré, il ne s'en souvenait pas. Vint un moment où les passages à tabac se firent moins fréquents. On veillait tout de même à ce qu'il souffrit constamment d'une légère douleur. On le giflait, on lui tordait les oreilles, on lui tirait les cheveux, on l'obligeait à se tenir debout sur un pied. On lui refusait même la permission d'uriner. Ici, le but des tortionnaires était de l'humilier et d'annihiler son pouvoir de discussion et de raisonnement. Leur interrogatoire était aussi une arme. Ils se poursuivaient sans arrêt, heure après heure, le prenaient en défaut, lui tendaient des pièges, dénaturaient tout ce qu'il disait, le convainquaient à chaque pas de mensonges et de contradictions, jusqu'à ce qu'il se mit à pleurer de honte et de fatigue nerveuse. Parfois, ses bourreaux changeaient de ton et lui donnaient du camarade, et lui demandaient tristement s'il ne lui restait plus aucune loyauté envers le parti. Puis vint un moment où il fut conduit dans une salle. Là, c'est un cadre du parti que Winston apprécie qui le torture à l'aide d'une machine alors qu'il est attaché de la tête aux pieds. Winston n'est pas sûr de l'effet que la machine produit sur lui, mais il pense qu'elle lui envoie de l'électricité. C'était, peut-on lire, une souffrance effrayante, parce qu'il ne pouvait pas voir ce qui lui arrivait et qu'il avait l'impression qu'une blessure mortelle lui était infligée. À la première décharge, il eut l'impression que sa colonne vertébrale allait se briser, alors que la machine n'était réglée que sur 40. À l'idée qu'elle peut être poussée jusqu'à 100, on ne peut qu'imaginer le pire. Il y a un petit discours que le cadre fait à Winston qui révèle toute la violence d'un lavage de cerveau et que je voudrais partager avec vous. « Je me donne du mal pour vous, lui dit-il, parce que vous en valez la peine. Vous êtes dérangé mentalement. Mais heureusement, cela se guérit. » On voit dans ce discours qu'il a l'intention de faire croire à Winston qu'il est malade et qu'il va le guérir. C'est très violent. En fait, il va essayer de faire croire à Winston que tout ce qu'il sait est faux, à grand renfort de décharge, de double pensée et de cajolerie. Pour vous donner un exemple, il va torturer Winston jusqu'à réussir à lui faire croire que 2 et 2 font 5 ou autre chose, tout en le cajolant entre chaque décharge afin d'entretenir l'illusion qu'il est là pour l'aider, pour le soigner. Je ne peux m'empêcher de vous lire une séquence du dialogue entre Winston et son tortionnaire. Winston. Comment puis-je m'empêcher de voir ce qui est devant mes yeux? 2 et 2 font 4. Réponse. Parfois, Winston. Parfois, ils font 5. Parfois, ils font 3. Parfois, ils font tout à la fois. Il faut essayer plus fort, Winston. Il n'est pas facile de devenir sensé. La séquence de torture, quand on la lit, semble interminable tant elle est atroce. Et ce à quoi elle aboutit de même. À la fin, Winston est comme un légume qui ne sait plus quoi que ce soit, qui ne sait plus que 2 et 2 font 4. Cette séquence suggère que ce qui est attendu de Winston,
c'est une soumission totale au parti et une capacité de passer d'un point de vue à l'autre en fonction de la tendance du moment. Le tout à grand renfort de double pensée. Le tout à grand renfort de déni. Cette séquence suggère que ce qui est attendu de Winston, c'est qu'il s'autolave le cerveau au quotidien. Mais en fait, les choses sont un peu plus compliquées, même s'il y a un peu de ça. Le tortionnaire de Winston lui explique quel est le but de toutes ces tortures et pourquoi on ne se contente pas de tuer les opposants. Le but, c'est de les convertir plutôt que de les faire mourir en martyrs. Le but, c'est d'annihiler leur cause plutôt que de la mettre sur un piédestal en faisant des martyrs. Je cite. « Nous ne permettons pas aux morts de se lever contre nous. Ainsi, nous ne détruisons pas l'hérétique tant qu'il nous résiste. Nous le convertissons avant de le tuer. Avant de le tuer, nous en faisons un des nôtres. » Voilà quel est le but de toutes ces tortures. Convertir les opposants avant de les tuer pour éviter qu'ils meurent en martyrs. Pour finir sur ce sujet, je vous dirai qu'au chapitre 5 de la 3e partie du livre, la torture franchit encore un niveau de violence pour atteindre son paroxysme. Mais je pense qu'il est temps maintenant d'en finir avec cette vidéo. Donc si vous voulez davantage de détails sur l'histoire, il ne vous reste plus qu'à lire le livre. Je vous invite d'ailleurs fortement à le faire parce que ça en vaut la peine et parce qu'il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. En effet, comme vous le savez déjà, je me suis focalisé aujourd'hui sur le contexte dans lequel se déroule notre aventure, sans vous parler de l'aventure en question, et je suis prêt à parier que celle-ci pourrait bien vous surprendre. Avant de conclure, faisons le bilan des thèmes abordés aujourd'hui dans une liste à la Prévert, cela afin de nous rafraîchir les idées et d'avoir une vision un peu plus synthétique de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons parlé de dystopie, de techniques de manipulation, d'euphémisme, de novlangue, d'oxymore, d'appauvrissement du vocabulaire, de totalitarisme, d'autoritarisme, d'indigence, de rationnement, d'affiches de Big Brother, de télécran, de crime pensé, de police de la pensée, d'un monde en guerre, des 2 minutes de la haine, de double pensée, des bien-pensants, de la semaine de la haine, d'une société hiérarchisée, de xénophobie, de torture, de lavage de cerveau, et d'une guerre présentée comme causée par une conspiration ayant vocation à asseoir le pouvoir des oligarques. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite liste finale vous a été utile.